Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News sur l'échiquier international qui s'intéressera aujourd'hui au sommet du G7. Donc Bari, la ville côtière italienne, abrite depuis hier jeudi le sommet du G7, comme je le disais. Un G7 pas tout à fait comme les précédents ou les précédentes éditions, dans le sens où les 7 pays puissants, 10 puissants de ce monde, ont décidé cette fois-ci d'élargir le G7 à d'autres pays sur la géopolitique, bien sûr la géopolitique de l'actuelle reconfiguration mondiale oblige. Un G7, donc, comme je le disais, pas comme les autres. Certains pays d'Amérique latine ont été présents, tout comme l'Afrique a été présente en force. L'Algérie est aussi présente à Bari, à ce G7. Retour sur le rôle de l'Afrique et des pays de la Méditerranée dans ce G7, pas comme les autres, je le disais, ou peut-être, pourquoi pas, comme les autres. Alors, pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir nos deux invités ce soir. Abdelhak Mekki, professeur en sciences politiques. Abdelhak Mekki, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Et Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il est avec nous donc par Skype depuis Paris en direct. Gamal Abina, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, le G7, ce fameux sommet des grands puissants de ce monde, ces 7 pays qui font et défendent un petit peu la politique du monde aujourd'hui, ont décidé cette fois-ci dans leur édition d'élargir un petit peu ce G7 à d'autres pays et donc à d'autres continents. On a vu une présence en force de pays africains, mais également de pays de ce qu'on appelle l'Amérique latine, ou si vous voulez, du sud, de la rive du sud, mais également des pays dits méditerranéens. L'Algérie, on est l'Algérie est également un pays africain, l'Algérie est présente en force. Au fait, pour commencer, Abdelhak Mekki, ce G7 serait-il un peu plus différent des autres éditions précédentes ? Oui, compte tenu du contexte international, il est un peu différent du fait que justement il y a la question d'Ukraine, de la guerre, de l'opération militaire russe en Ukraine, et puis il y a la question de la Palestine, qui place ce G7 devant une responsabilité morale, ce qu'il n'a pas eu précédemment vraiment. C'est-à-dire qu'autrefois, le G7 ne se réunissait que sur des questions... D'abord, il faut signaler que le G7 n'est pas une institution internationale, c'est-à-dire qu'il n'a aucun statut comme celui des Nations Unies. Et donc, où on s'est réunis sur des thèmes comme l'éducation, l'économie, pour des consultations. Mais là, il y a une crise réelle, une double crise, si l'on veut, une crise humanitaire et une crise du droit international. Et d'un côté et de l'autre, il y a une crise qui est celle de l'Ukraine avec la Russie, qui consiste, avec l'attitude de la Chine, qui consiste à revendiquer un nouveau monde pratiquement. Et donc, les invitations qui ont été faites, à mon avis, ici et là, c'est parce que ces pays ont un rôle plutôt médian entre les deux groupes, en quelque sorte. C'est pour ça que ça a une importance un peu plus particulière, tout en gardant à l'esprit que les décisions du G7 ne sont pas exécutoires du tout. C'est-à-dire, c'est juste une consultation dans laquelle les chefs d'État, et après les ministres, bien sûr, qui ont examiné la situation du monde et qui s'échangent là-dessus d'une manière détendue, plus détendue encore que d'habitude, quoi. Oui, très bien. On va y revenir justement de quelle manière et de quelle façon cela peut se faire. Gamal Abina, alors un G7 qui s'est élargi, parce que c'est un petit peu le cas, on va le voir cette fois-ci, et qui envisage également d'élargir le dialogue avec le reste des pays en vue de résoudre un large éventail de problèmes mondiaux. Alors, est-ce que ce G7 a finalement pris conscience que la meilleure façon, c'était de s'ouvrir à ce monde et aux problèmes de ce monde, au lieu justement de se cantonner dans un G7 et que tout le reste n'est que facultatif?
Gamal Abina. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je vous entends de vous. Donc oui, sur la question du G7, il faut rappeler tout de même que le seul non G7, qui est un recul, rappelle qu'il y avait un G8 de la Russie, dont la Russie était membre, Oui. qui est exclu évidemment. Un G20 aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc le G7, c'est une sorte de grand argentier occidental d'ailleurs de la planète, qui se réunissent assez régulièrement pour refaire le monde et surtout pour orienter les décisions économiques du monde. Là, il y a un changement de paradigme, d'abord parce que le monde a bougé depuis 2022, avec l'exclusion de la Russie et de quelques-uns de ses alliés, mais surtout parce que on a il y a une course effrénée aux besoins énergétiques, c'est de ça dont il s'agit surtout particulièrement. La question économique, la question du gaz, du pétrole est largement remise sur la table, parce qu'effectivement, avec le retrait de la Russie et puis le retrait d'une partie de la production agricole, 30% tout de même, des besoins mondiaux qui étaient en Russie et en Ukraine, et bien tout cela a rebattu les cartes. Et donc le G7 essaie par des méthodes détournées de séduction, de faire en sorte que les pays africains, les pays asiatiques, les pays surtout sud-américains et africains, soient intéressés par cette façon nouvelle d'aborder l'économie, les rapports politiques et les rapports de force internationaux. C'est une nouvelle façon, effectivement, on a déjà entendu ça à l'époque, il y a eu plusieurs sommets qui se multipliaient dans le but de séduire ces pays, parce que comme le rapport de force a changé, comme le monde est redevenu le monde bipolaire ou multipolaire, certains, bien, ils essaient, dans une façon un petit peu maladroite, d'inclure des pays du Sud. Alors évidemment, la Chine et le mastodonte, les BRICS sont un concurrent direct du G7, mais ça a été dit à l'instant, ce ne sont pas les entités qui sont structurées sur un plan formel. Ce ne sont pas les entités juridiques, il n'y a pas de statut. Elles se réunissent de façon presque traditionnelle, j'allais dire, de fait. C'est des organisations de fait qui se réunissent et qui refont effectivement le monde sur le plan économique. Alors évidemment, avec la perte de prestige de l'Occident, avec la perte d'influence de la domination occidentale sur un plan technologique et économique, eh bien, ils essaient de se raccrocher au wagon en essayant de manœuvrer et en essayant de séduire les pays du Sud. Et on se rend bien compte que sur des questions graves internationales comme la crise ukrainienne ou l'agression à Gaza, le G7 se trouve coincé aux encablures parce que c'est quasiment le principal soutien, Chine exclut évidemment, le principal soutien de l'entité sioniste. Donc toutes ces questions sont posées avec équité, à savoir le rapport néocolonial, le rapport de domination économique qu'ils sont en train de perdre, et surtout le rapport de dire quoi? De dire on va être inclusif pour une fois. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils ont tenté d'être inclusifs que le monde n'a pas vraiment bougé. C'est les rapports de force économique qui ont changé la donne, et aujourd'hui ils se sentent effectivement en une situation de difficulté chronique, et ils essaient soi-disant de séduire les pays du Sud de façon, comme je le disais, très maladroite. Voilà, donc on l'aura compris, certainement, il y a eu une prise de conscience aujourd'hui du G7 qui peut-être a compris qu'il ne peut pas faire cavalier seul, en tous les cas, pas tant que le monde est en train de subir justement les affres de ce que ce monde dit moderne a provoqué. Abdelhak Mekki, il y a quand même ce G7 qui est réuni, il a décidé d'élargir un petit peu ce G7 à d'autres pays, comme je le disais. Est-ce philanthropique que le G7 aujourd'hui se trouve ou se tourne vers l'Afrique? Et si c'est le cas, quel rôle pour l'Algérie? Écoutez, à ma connaissance, ce n'est pas la première fois que le G7 se réunit avec d'autres pays. Je veux dire, il a déjà invité l'Algérie au temps de l'ancien président de la République, notamment à Monaco, le G7 de Monaco, comme il a invité plusieurs autres pays à participer selon les crises qu'on voulait aborder ou les thèmes qu'on voulait aborder. Et je tiens à signaler que le G7 ne se préoccupe pas que de la question économique, mais aussi de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, etc. Et donc d'essayer actuellement, aussi s'en est occupé de la question de l'environnement pour avoir des avis et des discussions là-dessus. Il est clair que la chose la plus évidente à mes yeux en invitant l'Algérie, c'est parce que l'Algérie, comme certains autres pays africains, joue aujourd'hui un rôle tampon à la fois dans la crise énergétique, mais aussi dans la crise du droit international, si je puis dire, c'est-à-dire dans ce qui se produit à la fois en Ukraine et en même temps à Gaza. Et donc, on a besoin d'avoir cet avis-là des pays africains actuellement, des pays arabes, et précisément, on a aussi besoin de savoir quelle serait la politique au cas où, parce que nous assistons à un entêtement
des Israéliens sur toute la question du conflit actuel et l'application du droit qui ne se résout pas à des questions simplement de décision des Nations Unies, mais du droit international lui-même. Et donc, on a besoin de savoir comment ces pays tampons peuvent jouer un rôle aujourd'hui de façon à ce qu'il y ait une solution à ce conflit. Donc, à mon avis, ça, c'est le plus important. Sur la question de l'Ukraine, je crois qu'aujourd'hui, tous les pays occidentaux, c'est-à-dire le G7 en lui-même, est convaincu, si l'on tient compte, en tous les cas, des différentes discussions et des différents débats, se rend compte que l'Ukraine est perdue sur le plan militaire contre la Russie et qu'il faut ressurgir peut-être différemment et que la solution peut arriver justement de pays qui sont en quelque sorte des médiateurs. L'Algérie, je tiens à le souligner, a une très très grande expérience en matière de médiation et donc elle peut jouer un rôle et je pense que c'est ce rôle-là aussi qui a été étudié pour inviter l'Algérie de ce point de vue-là. Tout en essayant de ne pas oublier la question énergétique qui est fondamentale aujourd'hui pour la plupart des pays du G7 et précisément des pays européens. En même temps, bon, il faut dire que cette solution, elle est envisagée parce que n'oublions pas qu'il y a un courant dès le début, dès la Constitution en 1974, des premières réunions qui ont donné lieu au G7, c'est-à-dire toutes les réunions qui se sont déroulées du G7 ou du G6 ou du G8, il y a eu les altermondialistes et qu'il y a eu des morts et des blessés lors des manifestations. Et je n'oublierai pas, par exemple, qu'à Davos, il y a eu un problème très sérieux avec la police suisse, comme à Gênes, etc. Et donc, le G7 aujourd'hui, il est en ballottage à la fois sur le terrain lui-même, parce qu'il ne représente plus les 2/3 de l'économie mondiale ou de la richesse mondiale telle que c'était au début, puisque les BRICS représentent plus de 41% de l'économie mondiale et qu'aujourd'hui, il y a des attaques contre le système mondial menées par exemple par la Chine qui achète le maximum d'or de façon à réduire à néant la valeur du dollar sur le plan mondial. Donc nous avons une situation qui est en quelque sorte une situation de crise grave pour le G7 qui a besoin d'une respiration avec d'autres pays. Voilà. Oui, très bien. Abdelhak Mekki, je crois que vous avez été vraiment précis. Gamal Abina, donc l'Afrique présente au G7, l'Afrique non pas comme un pays ou un continent qui serait sous-développé, mais plutôt un continent qui présenterait tellement de richesses aujourd'hui, qui serait l'alternative pour ce G7 en perte de vitesse quelque part et peut-être même en perte de ressources avec des francs et des abcès qu'il ouvre au Moyen-Orient tout comme en Europe. Alors aujourd'hui, quel doit être le rôle de l'Afrique? Elle doit avoir sa place, elle qui a toujours, ce continent plutôt, a toujours été marginalisé. Alors quand on parle de l'Afrique, on parle par exemple du changement climatique, on va parler également au développement ou de l'investissement ou des infrastructures, par exemple. On va évoquer toujours des situations en cours d'être. Mais on ne parle pas de cette Afrique émergente qui au fait, présente un grand potentiel, et que ce potentiel qui, aujourd'hui, est en train d'attirer la convoitise de ces pays dits puissants de ce monde. Tout à fait. Vous savez, quand j'entends G7, j'entends argentier, j'entends grand possédant des richesses capitalistiques. Et le capitalisme qui parle d'écologie, par exemple, ça te fait rire. C'est comme vouloir parler, par exemple, d'humaniser la peine de mort. Le capitalisme, intrinsèquement, ça franchit complètement des codes de l'écologie, il s'en fiche, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Le G7 qui voudrait soi-disant aider, ça fait quand même très longtemps qu'on parle d'aider l'Afrique, par exemple dans l'éducation, c'est pas aider, c'est investir dedans que l'Afrique doit faire, et non pas recevoir des d'ailleurs. Aider, il y a un rapport quand même de domination, de dominant-dominé. Celui qui a la main au-dessus est toujours supérieur à celui qui tend la main, qui est en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui est malsain. Mais en vérité, la question du G7, c'est quoi? C'est une perte de prestige, un sentiment effectivement que, ça a été dit à l'instant, 25% du monde se trouve dans les BRICS et 40% des richesses, c'est les BRICS, et que ça ne fait que croître, que l'Afrique est
est en pleine croissance, une moyenne de 5% depuis 25 ans, que surtout il y a des conflits qui commencent à être éteints les uns derrière les autres, et tant mieux, c'est nécessaire, parce qu'on ne construit pas un pays dans le conflit. Et le G7 se rend bien compte que les plus grandes richesses et les plus grands points de croissance à prendre sont en Afrique. L'Occident est déjà construit, ne fait que maintenir un niveau de richesse plus ou moins élevé, mais il a besoin de faire de la richesse extérieure. Alors à l'époque, c'était la politique de la canonnière. On allait voler les richesses des pays en passant par l'armée. Aujourd'hui, ça n'est plus possible puisque le monde a rebattu ses cartes. C'est difficile de se réimplanter de force. On le voit bien avec la région du Sahel où la France n'a pas pris le choix d'intervenir militairement, ce qu'elle avait fait du temps de Chirac ou de Hollande, Général Persazu, ou encore Sarkozy par rapport à la Libye. Donc maintenant, on essaie de séduire par la parole, par les bons conseils, par de bons sentiments fakes. Mais en vérité, regardez qu'est-ce que représente le G7. On voit par exemple des von der Leyen, qui n'a jamais été élu, qui se retrouve parmi ses membres. On voit du Macron, qui est en difficulté en France, qui sera bientôt minoré et qui aura quasiment plus de pouvoir, qui est à la tête du G7. On voit un Scholz qui est arrivé en 3e position après les européennes. On voit une perte quasiment, assurément la perte de sa place de Premier ministre en Angleterre, de Monsieur Rishi, qui effectivement a conduit une politique assez calamiteuse après le Brexit. On voit des États-Unis qui bientôt vont sans doute passer à un autre pouvoir trumpiste. Donc c'est ces gens-là qui sont en train de s'accrocher à la bouée en espérant effectivement entendre une oreille favorable du côté des pays du Sud et particulièrement de l'Afrique. Nous savons que l'Afrique est le continent à construire, que l'Afrique est le continent qui regorge de richesses, que les terres rares sont concentrées en Afrique, que les terres arables sont en Afrique, que la jeunesse est en Afrique et que ce continent qui est actuellement à 1,4 milliard d'habitants passera en 2050 à 2 milliards. Alors que l'Europe décline, vieillit, se rabougrit, entre guillemets, puisque les baby boomers sont en train de mourir, parce qu'il n'y a pas de jeunesse renouvelée, parce que le taux de croissance est en berne, et surtout parce que l'Europe se pose des questions sur elle-même. Donc le fait d'espérer séduire les Africains, aussi par un beau discours, ne doit pas nous laisser perdre de vue que pendant 62 ans, l'Afrique a été livrée à elle-même, a été pillée, a été surendettée pour des résultats catastrophiques au profit de l'Occident. Aujourd'hui, l'Occident est surendetté, l'Afrique n'a plus de dettes, ou moins en moins de dettes en vérité, et l'Afrique a des capacités de création de richesses illimitées que l'Occident ne connaîtra plus. C'est une des raisons pour lesquelles ils font semblant de mettre un strapontin, mais ne perdons jamais de vue, c'est vrai, c'était dit tout à l'heure, combien de fois le G7 a invité de façon symbolique le Brésil, l'Algérie, l'Afrique du Sud, même la Turquie d'ailleurs qui est invitée au G7. À chaque fois on invite des pays pour faire des symboles, mais dans les faits il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est plus là qu'on peut espérer une réussite en Afrique, c'est pas dans le G7, mais c'est bien dans les pays du BRICS par exemple qui sont une alternative, ou simplement que l'Afrique se regarde en face elle-même et qu'elle se développe par elle-même. Oui. Abdelhak Mekki, alors Giorgia Meloni avait dit ou avait déclaré aujourd'hui, en ce deuxième jour donc, de sommet de G7, que l'Italie adhérait, ou plutôt le G7 adhérait au plan Mattei, donc initié par l'Italie en faveur de l'Afrique et qui privilégie justement une coopération d'égal à égal aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas finalement l'idéal aujourd'hui que recherche l'Afrique et pourquoi pas même les pays européens longtemps qui ont donc eu des relations où où ce continent était plutôt en sous-continent, à savoir des pays en voie de développement et donc qui ne méritent pas d'être traités d'égal à égal. Ben, pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Alors ma question, je disais que... J'ai une mauvaise connexion apparemment. Très bien, je reprends ma question, oui. Abdelhak Mekki. Je disais que Giorgia Meloni, dans son intervention aujourd'hui, avait mis l'accent sur le fait que le G7 adhérait au plan Mattei pour l'Afrique et celui qui consiste justement à traiter avec l'Afrique dans une coopération d'égal à égal. Ne serait-ce pas l'idéal ? Oui, tout à fait, mais vous savez, ça fait partie de la litanie habituelle, c'est-à-dire nous connaissons ça depuis très 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 longtemps sur le plan mondial, que ce soit au sein des assemblées des Nations Unies ou ailleurs. Dans la réalité, non. Et puis je tiens à rappeler justement à la conférence de Paris qui envisageait, sur l'invitation du président français, qui envisageait de discuter sur un système financier mondial nouveau, la prestation du président de l'Afrique du Sud qui a montré combien et le G7 et le monde développé, l'Occident dans son ensemble, n'a jamais vraiment assumé ses engagements et donc répondu à ses responsabilités internationales. En promettant, par exemple, à une réunion du G7, 120 milliards de dollars pour aider l'Afrique,
ce qui n'est jamais arrivé aux pays africains. Et on attend depuis des années, je dirais même des dizaines d'années. Je crois que c'était même à la conférence de Londres du G7. Donc, pour moi, c'est de la litanie, tout ça. La question aujourd'hui, c'est de trouver comment doit-on, à mon avis, le G7 est confronté à une situation ou bien de dislocation, étant donné que nous savons que M. Macron avait fait la demande de participer à la conférence qui a eu lieu des BRICS en Afrique du Sud et qu'on ne lui a pas permis de faire ça. Donc, il est clair qu'il y a des problèmes aujourd'hui de ce genre. Et donc, on s'aperçoit que le monde est en train de virer à l'acutie du Sud global, si je puis dire, oui. Et que apparemment, le G7 est convaincu aujourd'hui davantage qu'il va falloir qu'il se mette au diapason plus ou moins de façon à arriver à compter quand même dans ce Sud global réorganisé autour de la Chine et de la Russie et de tous ceux qui veulent un monde multipolaire. Et donc, je crois que c'est là. Tout le reste, nous avons des promesses qui durent depuis fort longtemps. Je tiens juste à signaler que déjà dans les années 60, l'Occident dans son ensemble, le G7 dans son ensemble, si on peut dire, avait promis d'élever l'aide au développement à 1%. On ne l'a jamais eu, et que le pays le plus généreux a été la Suède avec 0,5% seulement. Oui. Donc, du PIB, non pas de 1% tel qu'il était demandé. Donc, vous voyez, moi, je crois que plutôt cette réunion est une réunion qui veut envisager le futur du G7, puisqu'il y a déjà des membres du G7 qui voudraient déjà participer aux BRICS. Très bien. Abdelhak Mekki, l'idée est parvenue, bien sûr, le message est passé. Gamal Abina, alors on va d'abord, on rappelle que le président Abdelmadjid Tebboune vient de recevoir en marge des travaux de cette deuxième journée du sommet du G7, Charles Michel, le président du Conseil européen, et comme je le disais, en marge des travaux après avoir eu d'autres audiences avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Gamal Abina, alors, dans ces cas-là, vu qu'aujourd'hui, le G7 tente, en tous les cas bien obligé, de s'ouvrir au monde, au Sud global, et on l'a vu aujourd'hui avec ces pays qui sont invités, aujourd'hui, la question qui se pose, vu que l'Algérie, est-ce que l'Algérie, en tant que dans sa position géopolitique et géographique, jouerait un rôle clé ou intermédiaire entre une Europe qui donc est en plein recherche d'alliés et d'alliances, et je parle sur le plan économique, et une Afrique qui a tout à offrir, mais qui demande tout simplement un échange équitable et, comme je le disais, dans la dignité. Vous savez, ce qui est amusant, effectivement, sur un plan géostratégique, l'Algérie est centrale. C'est le pays de l'Afrique du Nord. C'est le pays le plus stable pour le moment, c'est le pays le plus riche, indiscutablement d'Afrique du Nord. Donc, c'est un pays qui a les capacités, effectivement, puisqu'il parle en plus la langue, le français parfaitement, qui s'ouvre aux langues anglaises, espagnoles, italiennes. Donc, un pays qui a un haut niveau de compétences, de relations africaines très, très poussées, panafricaines pour le coup. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'Europe voudrait peut-être passer par l'Algérie pour essayer d'être entendue. Le problème, c'est que moi, j'ai envie de dire simplement qu'il y a l'ironie. Aujourd'hui, les pays qui prétendent vouloir aider l'Afrique sont des pays qui sont tous surendettés. Il y a un rapport de force est inversé. L'Afrique sort de l'endettement, on va bientôt en sortir. Quant à l'Europe, elle s'enlise, comme d'ailleurs les États-Unis, dans un endettement structurel, lourd, que ce soit des dettes souveraines ou des dettes extérieures. De toute façon, une dette est une dette, il faut la rembourser. Donc ces gens-là voudraient aider une Afrique parce qu'il y a un retard technologique qui va être compensé bientôt, certainement, avec le concours des pays de l'Est, par exemple, de la Chine, de la Turquie, de l'Iran, enfin c'est des pays qui travaillent, et voudraient avoir un lien direct et organisé avec l'Afrique. Le seul lien possible, c'est l'Algérie qui s'en la France d'ailleurs, la Tunisie, avec l'Italie, excusez-moi. Mais pour que ce lien se fasse, il faut d'abord qu'une chose soit faite, j'ai déjà réclamé plusieurs fois, il faut d'abord que la France fait partie d'un des principaux pays de l'Union européenne, puisse demander, ça a été dit par M. Tebboune, il s'est discuté, négocié, elle demande officiellement pardon pour les crimes commis. Et là, ça bloque. C'est-à-dire que les Occidentaux ne veulent pas voir leur passé en face. Oui. Ils continuent à faire les affaires avec l'Afrique. Ben non, il faut d'abord purger le passé, l'esclavagisme, la colonisation et la barbarie avant de discuter l'avenir.
Merci beaucoup Gamal Abina pour cet éclairage. Merci à Abdelhak Mekki, professeur en sciences politiques, pour cet éclairage très pertinent. Merci à Gamal, analyste des questions politiques également. Je rappelle que le président a reçu, comme je le disais, Charles Michel, le président du Conseil européen, en marge des travaux du G7, du sommet du G7, comme vous venez de le voir. Bien entendu, auparavant, il avait reçu d'autres personnalités, le Mauritanien, le président Al-Ghazouani, tout comme il a reçu le président auparavant kényan Ruto. Donc voilà pour ce qui est de l'échiquier international pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'échiquier. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée.